Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans La Santé en Mouvement, votre nouvelle émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler alimentation, sucre et surpoids. Alors, en matière d'alimentation, nous sommes noyés sous des injonctions contradictoires. On diabolise le sucre, le sel, le gras et on en oublie le plaisir. Alors aujourd'hui, on va tenter d'y voir plus clair pour comprendre la relation entre ce que nous mangeons et notre santé. Et vous verrez que oui, on peut se faire plaisir sans prendre du poids. Nous vous présenterons également un nouveau compagnon connecté pour vous accompagner au quotidien dans votre salle de bain. Et enfin, nous vous donnerons quelques astuces pour décrypter les étiquettes de vos produits préférés. La santé en mouvement, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et tout de suite, pour savoir si ces kilos en trop qui nous obsèdent sont dangereux et comment on peut en venir à bout, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Emmanuel Lecornet-Sokol. Emmanuel, bonjour. Vous êtes endocrinologue et diabétologue et présidente de la FENAREDIAM, la Fédération des endocrinologues. Alors aujourd'hui, on va parler alimentation, sucre et surpoids. Et comme on aime bien commencer par une définition, Emmanuel, qu'est-ce qu'on appelle le surpoids et qui est en surpoids ? Alors, il y a une définition internationale en fait de l'excès de poids qui s'applique essentiellement aux populations européennes, nord-américaines, donc aux populations qu'on appelle caucasiennes, où on prend le poids et la taille. Et on prend le poids, on le divise par la taille au carré. Donc c'est une petite formule mathématique, ce qui permet de nous donner un indice de masse corporelle. Et quand on a cet indice de masse corporelle supérieur à 25, on est en surpoids. Et quand celui-ci est à plus de 30, on est en situation d'obésité. Donc ce sont des définitions médicales qui en fait ont surtout un sens quand on prend des populations à large échelle. Mais en fait, à l'échelle individuelle, je ne pense pas qu'on puisse dire que Teddy Riner soit en situation d'obésité. En tout cas, voilà, ça va dépendre aussi de votre musculature. Et puis il y a d'autres populations, les populations asiatiques, où au contraire, eux, même déjà un IMC à 24, par exemple, on estime qu'ils sont en surpoids. Donc il y a beaucoup quand même de choses individuelles à revoir. Alors, on parle de plus en plus du mal du siècle qui est l'obésité, qui a une terminologie technique, comme vous venez de l'exprimer, que ce soit aux États-Unis, mais aussi maintenant en France et même en Afrique subsaharienne. Exactement. Concrètement, c'est nos modes de vie, c'est notre alimentation. Comment vous expliquez justement ce mal du siècle ? Oui, si l'être humain a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il a été capable de survivre à des grandes famines. En tout cas, c'est une des grandes hypothèses scientifiques qu'on a. Et nous sommes aujourd'hui, grâce à nos gènes qui sont capables de stocker. Et certains d'entre nous ont ces gènes qui sont encore plus performants, et ce qui fait qu'on va avoir tendance à accumuler trop de graisse dans nos organes, dans notre peau, et ce qui va déclencher un surpoids, d'autant plus qu'on est beaucoup moins actif aujourd'hui. On n'a plus besoin d'aller courir dans la savane pour pouvoir récupérer notre nourriture. Et donc toute cette diminution de l'activité physique, l'augmentation de notre quantité d'apport calorique fait qu'on a tendance à prendre du poids. Et puis il y a tout un problème culturel aussi. On mange de plus en plus. Aujourd'hui, les portions, même quand vous allez dans un restaurant, sont plus importantes actuellement qu'il y a 30, 40 ou 50 ans. Il y a des études très intéressantes qui montrent comment nos portions augmentent aussi aujourd'hui. Alors, être en surpoids, c'est un risque. Vous qui êtes endocrinologue et diabétologue, déjà, si on a quelques kilos en trop, à partir de quand on est à risque ? Alors les risques sur la santé, ils augmentent vraiment de manière très significative quand on est en situation d'obésité, et ils sont modérément augmentés quand on est en situation de surpoids. Et c'est quoi les risques ? Quels sont les risques ? Alors les risques, c'est essentiellement tout ce qui est les douleurs articulaires. Il y a les risques métaboliques, le diabète, l'hypertension, le cholestérol. Ça augmente aussi certains risques de cancer. Et puis ça augmente aussi les risques anxio-dépressifs. On n'y pense pas assez, mais la santé mentale est aussi un grand impact de l'excès de poids. On entend beaucoup aujourd'hui une diabolisation du sucre. Avant c'était le gras, maintenant c'est encore plus le sucre et le sel accessoirement. Mais le sucre, on a raison de le diaboliser, Emmanuel ? Alors oui et non, on consomme beaucoup trop de sucre. Même les recommandations de l'OMS nous disaient il y a quelques années, au début des années 2000, pas plus de 50 grammes par jour. Aujourd'hui, ils ont réduit, plutôt 25 grammes et même 15 grammes chez les enfants. Donc clairement, on consomme trop de sucre. En fait, on consomme trop de produits contenant beaucoup de sucre. Les gâteaux, les pâtisseries, les boissons sucrées, on en a beaucoup trop dans notre alimentation aujourd'hui, dans notre consommation. Mais
Au-delà de ça, après, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par les industriels. Donc, on est aussi dans une remise en cause, en fait, de nos considérations et de nos preuves scientifiques, à savoir d'arriver à avoir des études qui sont indépendantes des industriels, qui sont les plus objectives possibles. Et c'est là où on a aussi parfois des difficultés. Donc, on a, pendant toute une période, diabolisé le gras. Et donc, on a mis en place plus de produits sucrés. Et aujourd'hui, on sait que le sucre, en plus, est très addictif. Plus on en consomme, plus on a envie d'en consommer. Et donc, c'est là qu'on peut se retrouver piégé. Alors, le surpoids est souvent lié à ce qu'on appelle le diabète de type 2. Hein. Vous pouvez nous expliquer le lien et peut-être est-on en mesure de prévenir l'apparition de cette pathologie ? Alors, le diabète, donc c'est quand on a un excès de sucre dans le sang. Donc, le sucre dans le sang, il est régulé par tout un tas de choses dans notre organisme. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, rassurez-vous. Mais quand vous avez un excès de poids, il y a des graisses qui vont s'accumuler dans vos organes, comme le pancréas, le foie. Et tout ça, ça va en fait empêcher le système de régulation du taux de sucre à se faire correctement. Donc, c'est ça, en fait. D'autant plus que ce sucre, normalement, c'est notre source d'énergie. On va le consommer quand on fait de l'activité physique. Donc, si malheureusement, vous avez accumulé trop de graisse dans votre corps et qu'en plus vous ne vous dépensez pas assez, et ben c'est comme ça que votre taux de sucre monte, que le diabète apparaît. Et le diabète en lui-même n'est pas très embêtant, c'est pas si grave que ça, on n'a pas de symptômes quand on a une glycémie un peu élevée, mais à long terme, ce diabète, il risque d'abîmer vos organes, les yeux, le cœur, les reins, les pieds. Et donc c'est là qu'on doit utiliser des médicaments et des traitements pour essayer d'empêcher ces complications et pour avoir une vie la plus longue et la plus agréable possible. Alors, on va parler des traitements, mais avant, pour bien comprendre, donc, est-ce que le conseil, c'est d'éviter le sucre, ou alors il y a une hérédité qui fait que justement les fonctions qui gèrent la régulation du sucre sont un petit peu affectées d'un point de vue génétique, et en fait, voilà, il faut être vigilant. Oui, alors c'est là où c'est vraiment important de déculpabiliser. Je me permets juste une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui est en surpoids, quand on voit quelqu'un qui a un diabète, la première réaction, mais que ce soit de l'entourage ou du personnel soignant, ça va être de dire bon bah maintenant il faut se mettre un peu au régime, hein, ma petite dame, allez hop, vous allez sortir de votre canapé, monsieur, maintenant il faut se bouger. En fait, c'est pas si simple. Nous ne sommes pas égaux devant la prise de poids, devant l'apparition du diabète. Il y a des facteurs génétiques qui sont vraiment très très importants. Donc premièrement, il faut pas oublier, nous soignants, nous sommes là pour accompagner. Nous sommes là pour supporter, dans le sens de supporter nos patients. Et on sait que c'est pas toujours si évident de perdre du poids. Maintenant, après, c'est du bon sens. Ne pas trop manger de produits sucrés. Maintenant, on a eu vraiment, ça fait plusieurs années qu'on a énormément de messages là-dessus. Donc oui, on peut en consommer de temps en temps. On peut se faire plaisir. Il n'est pas du tout interdit. Il ne s'agit pas de diaboliser. Mais sa consommation au quotidien, en excès, dans des produits de mauvaise qualité, il faut essayer de la réduire. Des produits transformés tous les jours. Exactement. À haute dose, quoi. Quel est l'intérêt de manger tous les jours la mauvaise pâtisserie surgelée de la cantine et plutôt manger celle de votre pâtissier préféré à côté de chez vous le dimanche et qui sera faite maison? Alors venons-en aux solutions, parce qu'il y a des molécules très prometteuses qui commencent à émerger et qui vont faire beaucoup de bruit. On parle même peut-être d'un vaccin anti-obésité, Emmanuel. Éclairez-nous un peu sur l'actualité justement médicamenteuse de ces pathologies. Alors, il ne s'agit pas non plus, on n'a pas de baguette magique, le vaccin, il n'est pas encore pour aujourd'hui ni demain, mais par contre, on a des nouvelles molécules. En fait, ces molécules, elles ne sont pas si nouvelles que ça fait plus de 15 ans qu'on les utilise dans le diabète. C'est des médicaments qui imitent une hormone qui s'appelle le GLP-1. Ça fait un peu peur, mais en fait, c'est une hormone qui est fabriquée naturellement par notre intestin, qui va agir en régulant notre glycémie. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise depuis 15 ans dans le diabète. Mais en plus, cette hormone, elle va ralentir la vidange de l'estomac. Donc, on va avoir la sensation d'estomac plein plus vite et plus longtemps. Et elle va agir au niveau des centres du cerveau, là où il y a la régulation de l'appétit. Notre cerveau, il y a quelque chose qui nous dit là, maintenant, mange ou là, arrête de manger. Ouais. Et on sait que chez les gens qui ont des problèmes de régulation de leur appétit, justement, cette zone-là ne fonctionne pas bien. Et donc, le médicament, il va permettre de remettre en adéquation, en concordance, les besoins de notre corps avec ce que notre bouche nous propose. Et donc ça, c'est à échéance, cette comprimé, en fait, alors, ce ne sont pas des comprimés, ce sont des injections. D'accord. Il y en a déjà un qui est actuellement disponible. Et il y en a un autre qui est en injection quotidienne, et il y en a un autre qui va arriver dans les prochaines semaines, qui sera en injection hebdomadaire. Alors bien sûr, ces médicaments, c'est pas des médicaments anodins, c'est que sur ordonnance.
Ils ont des effets secondaires, donc tout ça, il faut être accompagné. On ne fait pas comme ça. Et c'est des médicaments qui sont destinés aux personnes qui ont des problèmes d'excès de poids. C'est pas des médicaments qu'on prend pour perdre 3 kilos avant le maillot. Non. C'est vraiment des médicaments pour les patients en situation d'obésité ou qui ont des conséquences de leur poids. Donc vraiment prescrit par un médecin, et c'est très important de bien faire les choses. Par un médecin généraliste ou alors plutôt par un spécialiste comme vous, endocrinologue ou diabétologue? Alors là, ça dépend. Le médecin généraliste peut accompagner, puis parfois le médecin généraliste peut dire dans votre situation, c'est un peu plus complexe, et à ce moment-là, on peut avoir besoin de requérir effectivement un avis spécialisé. Et donc, on ne fait pas ça tout seul dans son coin avec n'importe qui. De toute façon, ce médicament tout seul, ce n'est pas lui qui va résoudre tout le problème. Oui, il y a une hygiène de vie, un équilibre global. Effectivement. Il faut pouvoir se faire accompagner. L'idée aussi, c'est de dire que l'obésité est une maladie et qu'il faut prendre en charge comme on prend en charge le diabète dont on a parlé, mais par exemple l'asthme, l'insuffisance cardiaque. Donc tout ça, c'est pour accompagner. Alors justement, vous disiez qu'il faut prendre en charge de manière globale le patient. Est-ce que le fameux manger-bouger aujourd'hui est toujours d'actualité, ou cette injonction a vraiment évolué et mériterait d'être un petit peu rajeunie ? Écoutez, je pense qu'on a beaucoup dit de mal sur ces manger-bouger, sur toutes ces messages très courts. Mais en fait, il faut pas oublier que nos enfants, ils sont nés avec, et donc ça paraît à tout le monde maintenant une évidence qu'en fait, avoir un mode de vie sain, en tout cas qui essaye de nous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, il nécessite une alimentation équilibrée et de l'activité physique régulière. Donc ça, c'est déjà important. Et oui, moi je pense qu'il est quand même toujours d'actualité, même si maintenant il faut qu'on aille plus loin dans nos messages, il faut qu'on soit plus fin. Et il faut aussi qu'on soit plus à l'écoute des personnes qui ont ces problèmes de poids, qui en souffrent, et que la société aussi ait un nouveau regard sur eux. Pour conclure, Emmanuel, peut-être c'est en ce samedi, les gens vont aller faire leurs courses. Si vous aviez 3 conseils, 3 recommandations pour prendre le temps en famille de prendre des bonnes résolutions, on va dire, en cette rentrée. C'est encore la rentrée. Alors, le premier conseil, on n'y pense pas très souvent, mais en fait, c'est de faire attention à ses quantités. On n'est pas obligé d'acheter trop, de faire trop, de cuire trop, de se resservir 2 fois, 3 fois. Juste, c'est un bon moyen de faire des économies. On achète juste ce qu'il faut, et comme ça, on n'a pas d'excès, on gâche moins et on mange juste ce dont on a besoin. Le deuxième, c'est aussi une évidence, mais c'est important que dans notre alimentation, le plat principal, ce soit le végétal. Et donc, au lieu de dire qu'est-ce que je vais manger à ce midi, je vais me faire un steak, dire à ce midi, alors qu'est-ce que je vais faire, des haricots verts, et autour je vais mettre le reste. D'essayer de repenser notre façon de concevoir nos repas. Je suis pas en train de dire qu'il faut manger que ça, mais en tout cas équilibre dans l'idée. Et le troisième conseil, il y a aussi un aliment qu'on oublie souvent, qui sont les légumineuses. C'est pas cher, c'est plein de fibres, donc les lentilles, les haricots blancs, les pois cassés, les pois chiches. On peut les introduire facilement 2 ou 3 fois pour par le semaine. marché de la semaine. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Lecornet-Sokol. Je rappelle que vous êtes diabétologue, endocrinologue. Comme je vous l'ai promis, tout de suite, un compagnon connecté pour vous accompagner dans la surveillance de votre poids et celui de votre famille de manière ludique. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Ménanteau, directeur produit chez Weezings, société qui développe des produits connectés pour votre bien-être au quotidien. Bon, alors Mathieu, ça bouge dans le monde des balances connectées. C'est fini l'aiguille là, qui montait doucement et qu'on essayait de pas trop regarder pour voir jusqu'où ça arrive, c'est ça ? C'est ça, c'est un peu terminé. Disons qu'aujourd'hui, les balances qu'on peut acheter sont majoritairement connectées, et elles sont truffées de capteurs et d'innovations qui permettent tout à chacun d'être dans un chemin qui est plus personnel et pour atteindre des objectifs plus sains. Alors ça mesure quoi ? Dites-nous tout ce qu'on peut mesurer, parce qu'il n'y a pas mesure uniquement le poids justement, c'est Exactement, ça qui est... on a le poids, mais ça mesure trois grandes choses aujourd'hui, 3 verticales. La première, c'est le poids, mais aussi la composition corporelle. Emmanuel en parlait tout à l'heure, notre champion olympique Teddy Riner, il a du poids, mais il est aussi... du gras ou du muscle ? J'ai pas ces données, mais il a l'air quand même très musclé. Mais en fait, une prise de poids peut être une prise de muscle, et donc c'est pas forcément négatif, ça peut être très positif. Donc c'est intéressant d'avoir cet indicateur. Et donc vos balances permettent de mesurer justement les balances le gras et le muscle. de mesurer le ratio muscle-masse grasse. D'accord. En plus du poids. Une deuxième verticale, c'est l'âge artériel. Donc en fait, on vient mesurer la rigidité des artères dans le corps. En regardant en fait la vitesse d'écoulement de l'onde de pouls
du cœur jusqu'au pied. Et donc ça nous permet d'avoir un âge vasculaire, donc un état de ses artères. C'est très intéressant. Et si jamais la balance peut dire attention, allez voir votre médecin, il y a quelque chose, votre âge biologique est en décalage avec votre âge artériel. Ah oui, on peut partager les données, donc on va avec son iPhone ou son Android qui est connecté, on va chez son médecin, on lui montre toutes les données, l'historique, et donc là il a plus de facilité pour analyser. Exactement, on peut lui partager un rapport sous forme d'un PDF, ou on peut lui partager même un lien qui ouvre un espace dynamique et avec des mesures qui sont partagées en direct. Tout ça dans notre application. Et le troisième pilier, c'est la santé nerveuse. On en parle un peu moins. Ça, en fait, on vient regarder l'état des petits nerfs dans les pieds. Et en fait, ce qu'on vient regarder, c'est un terme un peu plus technique, mais c'est les neuropathies périphériques. Et en fait, la première comorbidité liée à ça, c'est le diabète de type 2. Donc en fait, là aussi, c'est pas quelque chose qu'on attend forcément dans une balance. Mais aujourd'hui, la balance d'hier, si vous parlez, c'était avec une aiguille. Oui. Celle d'aujourd'hui, c'est une balance qui permet d'atteindre ses objectifs, de suivre de manière historisée ses évolutions, ses tendances. C'est dans cette richesse-là des données longitudinales que le médecin peut voir des informations pertinentes dans des tendances qui se dégagent. Et en complément, on peut avoir des données qui sont, on va dire, des petits checks sur sa santé vasculaire ou sa santé nerveuse. Excellent. Voilà. Et j'imagine que c'est pour toute la famille, donc chacun peut avoir sa fiche dans sa balance personnalisée. Exactement, c'est des produits multi-utilisateurs, familiales, donc on peut tout à fait se peser indépendamment, mais à plusieurs. Merci beaucoup Mathieu Benando, vous avez rendu la prise de poids ludique, on va dire, et sympathique. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on vous l'avait promis, on va vous aider à décoder les étiquettes de vos produits préférés et vous verrez que certains d'entre eux ne vous veulent pas que du bien. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale surpoids, sucre et alimentation, on va vous aider à décoder ce que vous mettez dans votre caddie et ensuite dans votre réfrigérateur. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir la journaliste Elsa Abdoun, journaliste au magazine Que Choisir, qui va nous aider à y voir plus clair. Elsa, bonjour. Donc, vous avez enquêté sur les pratiques des industriels en matière de composition alimentaire. Et alors, vous avez découvert des choses abyssales. Alors, on va commencer par le sucre. Est-ce que les quantités de sucre sont conformes au principe qu'Emmanuel nous a conseillé en ce début d'émission, ou alors il faut quand même être vigilant? Non, évidemment, il faut être vigilant. Je pense que ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on a observé, c'est les énormes différences de taux de sucre dans un même rayon pour un même produit entre fabricants, entre références. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que tous les produits industriels ne sont pas forcément de la junk food, de la malbouffe, ne sont pas forcément pires que ce qu'on va faire à la maison. C'est-à-dire qu'un gâteau maison, c'est sucré aussi, il faut le rappeler. Et c'est vrai qu'il y a des industriels qui mettent des quantités de sucre absolument effarantes. D'autres font des choses bien meilleures. Et donc, d'où l'importance de regarder par exemple le Nutri-Score, de choisir les meilleures références. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il est important de limiter, c'est vraiment la première chose à faire, de limiter sa consommation de produits sucrés, moins souvent, des portions plus petites, mais aussi de choisir les meilleurs et notamment de regarder le Nutri-Score pour avoir ceux qui sont le moins sucrés, mais aussi le moins gras, moins salés, etc. Et c'est vrai que quand on regarde la gamme des yaourts, moi je regarde en détail, il y en a à 12%, il y en a à 4%, il y en a à 1% avec des nouvelles variétés. Ça, c'est accessible à tous avant même de mettre le produit dans son caddie. Donc là-dessus, vous auriez une recommandation à 14%. On commence à être très sucré pour un yaourt, par exemple. Alors, moi, je conseillerais, ceux qui peuvent vont regarder effectivement les taux de sucre sur les tableaux de valeur nutritionnelle, mais ça n'est quand même pas simple. Et ensuite, le sucre, ça n'est pas tout. Et moi, vraiment, j'encourage plutôt à regarder le Nutri-Score. Quand il n'est pas affiché, il y a tout un tas d'applis, notamment il y a celle de Que Choisir, il y a plein d'applis gratuites, il y a Yuka, de scanner les produits quand l'information n'est pas sur l'emballage, parce que le sucre, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est important, mais les graisses, le sel, les fibres, c'est important aussi. Donc le plus simple, c'est de prendre les meilleurs Nutri-Score et peut-être pas aller se plonger dans les tableaux de valeur nutritionnelle. Après, il y a des règles simples. Typiquement, vous citez les yaourts. Peut-être que quelque chose qu'on peut conseiller, c'est de prendre des yaourts nature. Avant d'aller regarder les listes d'ingrédients, etc., prendre des yaourts nature et puis les composer soi-même chez soi avec de la cannelle, de la vanille, de la fleur d'oranger, des graines, de la compote. C'est par exemple là l'assurance qu'on n'aura pas d'additifs, qu'on n'aura pas de sucre ajouté, etc., etc. Alors venons-en aux autres produits, même si on regarde le Nutri-Score, on l'a bien compris. Le sel, les additifs, justement, ces fameux E que l'on trouve partout. Là-dessus, quel a été également votre constat ? Alors,
Globalement, sur le sucre, on voit des grandes différences. Ce que je peux vous dire sur le sel, effectivement, il y a tout un tas de produits transformés, les plats préparés, les pizzas, ça va être des sources de sel importantes, mais il y a aussi là, à nouveau, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas que les produits industriels. Sur le sel, par exemple, les 3 principales sources, c'est le pain, la charcuterie et le fromage. Et si vous l'achetez chez le boulanger, chez votre artisan, charcutier, fromager, le problème sera le même. Globalement, si on veut diminuer sa consommation de sel, il faut diminuer le pain, le fromage et la charcuterie. Le pain, préférez du pain complet à la baguette. C'est ce genre de choses. Donc, cuisiner maison, c'est bien. Limiter évidemment les plats préparés, des plats cuisinés maison, ce sera toujours mieux. Mais si on n'a pas le temps de cuisiner maison, il faut savoir à nouveau qu'on peut trouver des plats préparés de qualité correcte. Ça existe. Il faut avoir le Nutri-Score, les applis, être vigilant, bien choisir. Et voilà, on n'est pas obligé de passer 1 heure au fourneau tous les jours pour bien manger. Il y a des solutions. Alors après, les industriels rivalisent d'ingéniosité et de créativité et leurs agences aussi pour faire des packaging qui sont hyper attractifs dans les linéaires. Là aussi, vous auriez quand même un conseil au-delà du Nutri-Score, on l'a bien compris, mais pour savoir décoder et ne pas se laisser piéger par des couleurs qui évoqueraient le côté léger, alors qu'en fait, c'est plein de... Oui, et à la fois, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut dire aux auditeurs, évitez de vous faire avoir par le marketing qui va vous dire sans sucre ajouté, riche en vitamine C, effectivement des couleurs avec une silhouette très fine qui évoque la minceur et la santé. Le problème, c'est que c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on peut essayer de ne pas se faire avoir, mais on ne peut pas y arriver complètement. Il y a des phénomènes qui sont inconscients. On a beau savoir qu'il ne faut pas s'y fier, on va être influencé par le marketing. Donc, c'est là où c'est le rôle des pouvoirs publics aussi, de réguler le marketing, de rendre les produits les plus sains, les plus accessibles financièrement. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, de taxer le sucre, comme c'est fait déjà un peu sur les boissons sucrées, mais comme ça pourrait l'être dans d'autres produits. Voilà, le consommateur, malheureusement, il peut faire certaines choses, il peut bien choisir ses produits, faire ses courses, éviter de faire ses courses le ventre vide et puis préparer sa liste de courses. Ça marche bien ça, tout à fait. Avant, avoir sa liste de courses prête avant d'y aller pour éviter de se laisser tenter, ce genre de choses. Mais voilà, le pouvoir de l'individu, il est quand même limité. Mais oui, mais alors face au le pouvoir de l'individu, mais on le tente quand même et les industriels le tentent. Donc est-ce qu'on s'adresse à la bonne personne, l'individu avec sa responsabilité, ou alors c'est quelque part du devoir de l'industriel et même de certaines chaînes de restauration d'aider les individus à ne pas être tentés en revoyant un petit peu leur offre? Bien sûr, sauf que la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, son but c'est quand même avant tout de faire de l'argent. Donc si on ne régule pas, on ne peut pas attendre dire c'est incroyable quand même qu'ils mettent autant de sucre dans leurs produits. Si le sucre, ça n'est pas cher à mettre et que ça aide à vendre et qu'il n'y a aucune limite, que ça n'est pas taxé, qu'il n'y a pas de Nutri-Score sur les emballages puisqu'il n'est toujours pas obligatoire, les industriels n'auront aucune raison de diminuer les taux de sucre dans leurs produits. Vous avez observé peut-être dans votre enquête des pays qui seraient exemplaires et chez qui on peut prendre peut-être de l'inspiration pour faciliter en fait la consommation de produits de bonne qualité? Oh non, je connais pas bien les marchés des autres pays, mais tout ce que j'ai pu voir, je dirais pas que la France se classe forcément si mal. Malheureusement, il y a encore énormément de progrès à faire. Il y a les chiffres de Santé publique France qui sont sortis tout récemment sur le fait qu'il y a 1 adulte sur 2 quasiment en France qui est en surpoids ou obèse. Donc on a une marge de progrès énorme. Vraiment, la malbouffe, c'est une source dans notre pays de maladies qui est considérable. Il y a vraiment des choses à faire. Malheureusement, les autres pays ne s'en sortent pas forcément mieux. Et est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour bien manger, ou alors aujourd'hui, avec des revenus modestes, on peut quand même accéder à une nourriture de qualité? L'argent aide. On peut dire ce qu'on veut. Il y a des études qui montrent que c'est vrai. Les légumineuses, il y a des solutions. Les légumineuses, les pâtes complètes, il y a tout un tas de produits végétaux recommandables, les fruits et légumes frais si on consomme maison. Évidemment, on peut manger bien à pas cher. Mais il faut voir, c'est aussi une question de temps, d'avoir une grande cuisine chez soi, un travail qui ne nous épuise pas, qui fait que quand on rentre, on a encore le temps et l'énergie pour cuisiner. Clairement, il y a des inégalités évidentes, et d'ailleurs ça se ressent, les inégalités de santé, on voit bien qui est le plus touché par le surpoids, par tout un tas de maladies, ce ne sont pas les personnes les plus favorisées sur le plan socio-économique. Donc il y a des inégalités vraiment aussi, il y a quelque chose qui se joue là-dedans aussi, c'est-à-dire il y a l'offre des industriels, l'offre de la grande distribution, l'information des consommateurs, mais il y a peut-être aussi offrir aux gens les conditions
de faire du sport, pour avoir le temps de faire du sport, de s'offrir du sport, d'avoir le temps de se poser la question de ce qu'on va manger, etc. C'est tout ça. Repenser joue notre aussi société par rapport à l'individu. Complètement. C'est plus complexe. Elsa, merci beaucoup pour votre éclairage. Mathieu également. Emmanuel Lecornet-Socol, ravi de vous avoir reçu. Avant de terminer cette émission, j'en profite pour vous informer d'un événement santé et innovation, si vous êtes féru de ces deux thèmes, qui se déroulera au sein de la fameuse école des mines à Paris et qui est réalisé par l'Institut des transformations numériques. Ça se passe le 19 septembre. Vous pourrez assister à une après-midi de conférence pour découvrir toutes les innovations qui animeront la santé de demain. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site de Mines PSL EU, événements, et là vous aurez toutes les informations et c'est gratuit. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui, et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés, LinkedIn, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez.